Je vous remercie. Enfin, je remercie tout d'abord la Société académique. Vous m'entendez bien? Ouais. La Société académique d'architecture de Lyon de m'avoir invité à parler de ce patrimoine industriel qui est peut-être même pas encore en voie de patrimonialisation, hein, que sont les usines Berlier de Vénissieux, qui est assez méconnue. Sans doute parce que la marque Berlier a disparu dans les années 80 et elle est un peu partie des mémoires. Et puis aujourd'hui, ce site, en fait, il est toujours en activité. Il accueille l'usine Renault Trucks, qui dépend du groupe AB Volvo. Cette période de 1916-1939, c'est vraiment la première période d'implantation de l'usine qui va devenir une firme internationale. Et si je mets cette limite temporelle de 1939, c'est parce que ça correspond à un jalon dans l'histoire de la firme, puisqu'à partir de cette date-là, l'entreprise ne fabriquera plus que des camions et cessera la production de voitures. Puisque au départ, à ces voitures, camions, tout ce qu'on appelle les véhicules utilitaires. Si on remonte un petit peu dans le temps, en 1895, Marius Berlier a 29 ans et il construit son premier prototype de voiture, la pantoufle, qui termine sa course en bas de la montée de la Grande Côte dans la vitrine d'un charcutier. Et pour la petite anecdote, cette même année, c'est l'année où les Frères Lumière organisent la première projection publique du cinématographe à Paris. Tout ça pour dire que Lyon, en cette fin de 19e et ce début de 20e siècle, c'est une ville, et la région lyonnaise, hein, c'est pionnier en termes de développement technique, et certainement grâce à l'industrie textile qui va favoriser le développement de la mécanique, de la métallurgie et de la chimie. Et notamment dans le cadre de l'automobile, il y avait près d'une centaine de constructeurs automobiles sur Lyon. Luc Court, François Pilin, les frères Serpollet qui font assembler leurs voitures dès 1889 au chantier de la Buire. Chantier de la Buire qui sont situés entre Lapardieu et le château de la Motte. La même année, Rocher Schneider installe son atelier place Saint-Potin, qui est l'actuelle place Edgar Quinet. Cotin des Gouttes s'installe dans le quartier du Bachu. En 1892, Maurice Audibert et Émile Lavirotte font la première compagnie qui atteint une dimension commerciale, hein, même si effectivement les voitures c'est réservé à une élite, hein, faut pas l'oublier. Et puis évidemment Marius Berlier qui va prendre part à cette aventure. Et ce développement industriel, il aura un impact très fort sur le paysage urbain. Alors sur cette vue aérienne de Lyon, j'ai marqué en orange les différentes emprises de la firme Berlier. La société des automobiles Marius Berlier est fondée en 1899 et la petite étoile que vous voyez dans le quartier de la Croix-Rousse, rue Barodet, c'est en fait là où il fabrique sa première voiture. Et en fait, Marius Berlier passe son certificat d'études et rejoint l'atelier familial. C'était un atelier d'ennoblissement textile, de fabrication de satin pour coiffe et chapeau. Et il ne fonde son entreprise qu'en 1899, au décès de son père. C'était un passionné de mécanique. Donc, il suivait des cours du soir en mécanique et en anglais à la Société d'enseignement professionnel du Rhône, qui existe toujours aujourd'hui, et qui, ironie de l'histoire, s'est installé en 2004 dans les anciennes usines Rocher Schneider, que vous voyez dans le quartier de Grange-Blanche, hein, la grande emprise au milieu. Rocher Schneider, qui avait fait construire cette usine, l'architecte c'était Louis Payet en 1912, dont il subsiste aujourd'hui malheureusement qu'une seule façade, et qui a été rachetée, cette usine Rocher Schneider a été rachetée en 1959 par la firme Berlier. Alors Marius Berlier décède en 1949, c'est son fils Paul qui va reprendre l'entreprise. Si on remonte un petit peu dans le temps, les deux étoiles que vous voyez au niveau du secteur des Brotteaux, c'est les deux premiers ateliers dans lesquels il va fabriquer ses voitures. Enfin, il va lancer son entreprise en 1900, hein, rue Sully et puis au 1 rue Paul-Michel Perret. Et puis l'étoile au centre, c'est l'usine de Montplaisir qui précède la construction
de l'usine de Vénissieux, dont vous voyez l'emprise en bas de l'image. Alors l'usine de Vénissieux, c'est qu'une partie de cette immense emprise, parce qu'il va acheter beaucoup plus grand. Et en réalité, les usines en elles-mêmes, c'est qu'une centaine d'hectares. Voilà l'usine de Montplaisir. Alors, elle est construite en 1895. Elle est, on le verra un petit peu après, sur l'avenue Berthelot, dans le quartier actuel de Jet d'Eau. À proximité du cimetière de la Guillotière. La rue que vous voyez là, l'avenue que vous voyez là, c'est l'avenue Berthelot, et vous voyez une façade néoclassique. On est un peu dans l'esprit aussi de Rocher-Schneider. En 1905, alors il rachète cette usine en 1902. En 1905, grâce à la vente d'une licence automobile à une compagnie américaine qui s'appelle l'American Locomotive Company, il récolte 2 millions d'euros, ce qui va lui permettre d'agrandir cette usine qui, à la base, fait 5000 m², et puis d'acheter des machines-outils, du matériel plus performant pour développer son entreprise. En 1906, un rapport de la direction des études économiques du Crédit Lyonnais fait état de 500 ouvriers et d'une fabrication de 600 à 650 véhicules par an. À titre de comparaison, Renault emploie 1500 ouvriers. Les premiers autocars, ça c'est important aussi pour l'histoire de la firme, sortent de ces ateliers en 1906. Et la Première Guerre mondiale va évidemment favoriser l'industrie automobile. Et en 1913, grâce à la mise au point de ces premiers autocars, il va mettre au point aussi des camions. Et en 1913, il va gagner un concours militaire avec le camion CBA que vous voyez garé devant l'entrée de l'usine, et puis que vous voyez derrière le soldat. Et ce camion CBA qui va aussi lui apporter la fortune et lui permettre de construire l'usine de Vénissieux. C'est un camion qui est robuste, qui est économique. Alors c'est ce qu'on appelle un système de plateau bâché à ridelles. C'est facilement transformable en bloc opératoire, laboratoire photo, transport de troupes, de matériel. Et en 1915, la Société des automobiles Marius Berlier va signer une convention avec le ministère de la Guerre pour fournir 10 véhicules par mois. Voilà l'usine de Montplaisir. Donc on voit mieux. Alors en haut, en gris, ce que j'ai grisé, c'est la route départementale d'Eyrieux. C'est important pour la suite de l'histoire. Le cimetière de la Guillotière, l'avenue Berthelot. Donc l'emprise de l'usine A, l'usine B. Il y aura aussi une usine C, une usine D. Puisque Louis Renault, donc, qui est président de la Chambre syndicale des constructeurs automobiles depuis 1913, crée un groupement industriel pour la répartition donc, de la production du matériel de guerre. Berlier, évidemment, les camions CBA, une partie des chars FT-17, des chars Renault, et puis les obus aussi. Vous voyez qu'on est, on est dans un tissu urbain qui est très dense, et la capacité du site va vite être saturée. Il y a des ateliers, des manufactures, des logements ouvriers. La capacité donc, du site, la capacité de production du site va vite être saturée. Et pour répondre donc aux commandes de l'armée et puis satisfaire à son désir de standardisation, parce que le grand modèle de Marius Berlier, c'est Henry Ford. Il va chercher à s'étendre à l'extérieur de Lyon pour s'affranchir des contraintes urbaines. Ce n'est pas du tout le choix que fera quelqu'un comme Louis Renault. Enfin, comme les frères Renault, puisque c'est les frères au début qui fondent la firme. Alors eux, ils fondent leur firme en 1898. Et en réalité, ils vont rester dans l'emprise de Boulogne-Billancourt. Ils vont acquérir progressivement des terrains autour de la propriété familiale, puis ils vont comme ça grignoter tout le quartier pour former ce qu'on a appelé le trapèze. Et en réalité, donc le contour des îlots va être modelé sur les parcelles occupées, et le processus industriel, il va s'adapter en fait aux contraintes urbaines. Il va construire en étage. On verra que ça pose des problèmes par la suite. Et sous couvert de secret défense, les frères Renault vont carrément privatiser des rues, puisqu'on est au moment de la Première Guerre mondiale. Ils vont, à partir des années 30, l'île Seguin va être entièrement colonisée. Elle était laissée à disposition des employés. Il y avait des guinguettes, du canotage, enfin voilà, jusque dans les années 30. C'est devenu un immense paquebot. Il n'y a plus aucune terre, il n'y avait plus aucune terre visible.
Et entre 1902 et 1984, il y a près de 400 bâtiments qui vont être construits sur ces emprises. Le site industriel de Renault, il n'est pas pensé comme un programme global, ça se construit par sédimentation. Ce n'est pas du tout l'objectif de Marius Berlier qui, lui, a vraiment une vision plus globale des choses, plus intégrée. Ça, c'est un plan que j'ai retrouvé. Alors, toutes mes sources viennent de la Fondation Berlier. Ça, c'est un plan que j'ai retrouvé donc, dans les archives de la Fondation Berlier, qui est crayonné 1915 au verso. Et en fait, il est... Non, mais je pense... Non. Ouais, il doit être déchargé. Ah voilà, ça allait mieux. Oui, alors, je reviens sur mon plan. En bleu, la petite étoile bleue, c'est les usines de Montplaisir. Juste au-dessus, là, on a la fameuse route départementale d'Eyrieux. Là, évidemment, on a le crayonné de l'emprise, la future emprise de Vénissieux. La voie de chemin de fer qui passe là. Et puis, je ne sais pas si vous le voyez bien, un trait de crayon là. Et c'est écrit Boulevard des États-Unis. Il faut, alors, juste 2 mots sur l'axe ferroviaire. C'est l'embranchement de Grenoble de la ligne Lyon-Avignon qui est construite en 1846. Mais si je reviens sur le boulevard des États-Unis, pour faire face à l'afflux de main-d'œuvre, Édouard Herriot prévoit la création d'un nouveau quartier, le percement d'un boulevard, le long duquel va pouvoir s'implanter des manufactures, des ateliers et une cité. Et ça, c'est entériné par la ville de Lyon dès 1917. Et c'est Tony Garnier, évidemment, qui construira la cité avec des logements modernes. Et puis c'est aussi pour faire face à l'insalubrité des logements et au peu de logements. Et où là, on va avoir des logements modernes avec l'eau courante, le gaz, des sanitaires privatifs. Et les premières constructions sortent de terre en 1920, les dernières en 1933. Il devait y avoir des équipements aussi, écoles, bibliothèques, piscines, etc. Bon, on sait qu'il n'y a qu'une seule partie de tout ça qui sera construit. Mais ceci dit, on voit bien que l'usine de Vénissieux, elle s'implante dans l'axe et dans ce projet de développement industriel et urbain. On est à 5 km de l'usine de Montplaisir. Donc pour acquérir ces terrains, voilà un peu une image de tout ce qui a été acquis. Alors, ça va jusqu'en 1974, mais fin 1916, il a déjà acquis 223 hectares. Donc, il crée 2 sociétés. La société Trible, qui est une espèce d'anagramme de Berlier. Enfin, il manque un T. Et la Syrie, qui est la société immobilière du Rhône et de l'Isère. Parce qu'en fait, il faut savoir que Vénissieux est sur le département du Rhône et Saint-Priest sur le département de l'Isère jusqu'en 1968. En 1917, il a acquis, l'entreprise possède déjà 347 hectares, 41 387, puis ça va monter jusqu'à 400, mais guère plus. Ça représente l'acquisition de 725 parcelles, la rédaction de 340 actes notariés. Donc c'est conséquent. Ce qui est surligné en rouge, c'est l'emprise de l'usine. Et au nord, sur cet axe-là, on est toujours sur la route départementale d'Eyrieux, sur laquelle circulait un tramway. Donc c'est pas pour rien non plus qu'il s'installe là, parce qu'il faut quand même que le personnel puisse arriver jusqu'à l'usine. Et il va négocier avec la compagnie Omnibus et Tramway de Lyon pour l'organisation de 2 à 6 trajets par jour. C'est compliqué. Le service se met en place, mais seulement entre 1923 et 1938. En 1938, ça s'arrête. Donc, parallèlement, comme il fabrique des autocars, il va organiser ça en interne à l'entreprise. Et c'est un service qui va fonctionner longtemps. Je crois que jusqu'à il y a 6-7 ans, il fonctionnait encore.
Donc c'est connu sous le nom de la ramasse par les salariés. Donc c'est le ramassage du personnel dans un rayon de 80 km autour de l'usine, jusque dans l'Ain et dans l'Isère. Et puis il faut savoir aussi que Marius Berlier était un farouche antisyndicaliste et qui préférait que ses ouvriers aillent cultiver leur lopin de terre à la campagne, le reste de leur temps libre, plutôt que de se rassembler dans une cité qui est bien prévue au départ aussi, mais qui est plutôt destinée aux contremaîtres et au personnel d'astreinte. Et puis bien évidemment, pour implanter son usine, il a une chose qui est un axe qui est indispensable, il a la voie ferrée. La voie ferrée, alors là, vous commencez à deviner un petit peu la matrice historique du site, même si alors, le plan date de 1932, mais il manque quand même des bâtiments, enfin peu importe. Le réseau ferré, excusez-moi, je perds mes feuilles. Donc il signe un traité avec la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée en juillet 1916 pour la création d'une gare de triage pour l'usine, pour le transport et l'acheminement des matières premières et des produits finis, et puis également pour le transport du personnel, puisqu'il va signer aussi un accord pour une rotation, pour 2 rotations par jour, 6h, 17h30, de la gare des Brotteaux et de la gare de Perrache. Le réseau ferré, vous voyez, qui va irriguer tout le site, les différents ateliers, en tôle, en charbon, enfin tous les produits dont on peut avoir besoin. 1917, il y a 6 km de voies, 1924, 18 km. Et ce réseau ferré cesse d'être utilisé dans les années 60, quand c'est remplacé par le transport routier. Alors, comment s'organise le site ? Donc ça, c'est un plan de 41. Il y avait beaucoup de visites des usines qui étaient organisées sur cette première période, entre 1916 et 1940. On visitait les usines, que ce soit les ingénieurs ou les fournisseurs. Enfin voilà. Donc il y avait des plans de visite des usines. Donc on voit qu'on a 2 grands pôles. Donc voilà, vous avez la gare au sud, la route départementale d'Eyrieux qui est devenue une route nationale. Donc la partie site de production des véhicules, et puis la partie cité. Alors, ce qui est souligné en vert, c'est ce qui était effectivement construit en 1941. C'est-à-dire que le plan ne reflète pas complètement la réalité. En violet, ce sont tous les services collectifs. Le garage des autocars, et puis les cantines, et puis à côté de l'aciérie, un centre de formation des apprentis. Et vous voyez qu'on a une colonne. Alors, en rouge, le trait rouge, c'est la démarcation Rhône-Isère. Et vous voyez qu'on a un trait bleu qui forme comme une colonne vertébrale où l'aciérie aurait dû alimenter directement le site en acier. Il se trouve que cette aciérie, elle ne va pas du tout fonctionner. Les travaux débutent en 1918. Mais en raison du taux d'inflation et de l'effondrement du prix de l'acier, d'abord elle devient caduque, et elle lui revient à 146 millions d'euros. Donc l'entreprise dépose le bilan en 1921, non seulement à cause de cette aciérie qui coûte une fortune, mais aussi parce que Marius Bernier la firme a continué à fabriquer des camions CBA pour l'armée, qui ne sont plus achetés par l'armée, qui préfèrent écouler ses stocks de véhicules américains. Donc, il dépose le bilan, et ce qui lui permet de sortir de la crise, c'est le fait qu'il connaisse bien Édouard Herriot, qui va lui commander le matériel incendie, les véhicules incendie de la ville de Lyon, et puis la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée qui va lui commander la maintenance et la fabrication de matériel ferroviaire qui se situera, qui prendra place dans l'aciérie, justement. Je vais vous dire quelques mots de la cité quand même, parce que ça me semble important. J'ai retrouvé dans un catalogue de l'œuvre complète de Tony Garnier un plan des établissements Berlier à Vénissieux. Ce ne sera pas fait, ce ne sera pas réalisé par Tony Garnier, mais on voit bien que le projet, c'est vraiment pour contremaître et le personnel d'astreinte. La réalité, c'est plus le projet de lotissement là, qui date de 23, où on voit bien, donc là, vous avez le garage, les cantines, la cantine, le cercle des ingénieurs, c'était la cantine des ingénieurs, les quelques logements, et puis là, c'est une ferme.
c'est une ferme. Donc il y avait une exploitation de 300 hectares. La production était utilisée dans les cantines et aussi vendue au personnel. Betteraves, pommes de terre, élevage bovin et porcin. Et puis il y avait aussi un cheptel de vaches laitières qui, sur le même modèle de ce qui s'est passé à la vacherie du Parc de la Tête d'Or. La vacherie du Parc de la Tête d'Or, qui est construite en 1905 par Tony Garnier, en réalité, c'est un service social mis en place par la ville de Lyon, puisque le lait était récolté, stérilisé, embouteillé dans des biberons et distribué dans les crèches municipales. Ça, c'est un modèle qui est inventé par le docteur Léon Dufour à Fécamp, en Normandie, dans les années 1870, pour venir en aide aux familles les plus en difficulté. Et bien, Madame Berlier installe la même chose au sein de l'entreprise pour le personnel, pour les gens de la cité, au sein de la ferme, dans un service qui s'appelle la Goutte de lait et qui sera inauguré en 1920 par Édouard Herriot. En 1925, il y aura 250 familles qui seront logées dans cette cité, dont les débuts de construction datent de 1919. Elle sera quasiment entièrement détruite par les bombardements alliés de mai 1944. Si je reviens un petit peu sur le site, alors là, ça vous donne des exemples de calques. Ce sont des calques qui m'ont permis de comprendre comment ce site se construisait. Parce qu'il faut savoir que c'est assez... ça paraît assez chaotique comme ça, pour les gens qui connaissent les usines de Vénissieux, on a du mal à lire le paysage. Et ces calques m'ont permis un peu de comprendre. Alors, celui de 1918, c'est le plus ancien. Je ne retrouve pas de plan plus ancien que ça. Après, je trouve aussi des tirages bleus de bâtiments et puis quelques plans où j'ai les usages des bâtiments. Mais ça permet de comprendre, en fait, ça m'a permis de comprendre comment s'organise ce site qui répond évidemment à une logique productiviste. Donc, au milieu... En rouge, le carré rouge, c'est ce que j'ai appelé, c'est vraiment au milieu de l'usine, c'est ce que j'ai appelé la zone médiane de transformation de la matière brute et des énergies, puisqu'on va trouver une fonderie, une forge, un atelier d'emboutissage, une centrale à charbon, une autre fonderie de bronze et d'aluminium, une tôlerie, un atelier de charge de chariot électrique, et tout ça se construit en l'espace de 2-3 ans, à partir de 1916. Et en fait, tous les équipements, on va dire, qui sont dans cette zone centrale vont venir alimenter de grands ateliers, des ateliers au nord et des ateliers au sud. L'atelier au nord, c'est celui qui est noté fabrication de voitures et camionnettes, mais qui est connu aussi sous le nom d'atelier de l'usinage, bâtiment de la VL. Enfin, il y a comme ça des noms qui sont un peu dans l'histoire de l'entreprise pour les gens qui ont travaillé, qui ont connu l'époque Berlier. En réalité, alors c'est un immense bâtiment, il va faire jusqu'à 550 mètres de long. Il va se construire par travées successives pendant une quinzaine d'années. Aujourd'hui, il est partiellement détruit. Il abritait 3 secteurs d'activité, l'usinage pour la fabrication, donc la fabrication des pièces métalliques pour l'assemblage des organes du véhicule, moteur, boîte de vitesse, châssis, pont, essieu, etc. Le traitement thermique, le montage des voitures et des camionnettes jusqu'en 1939. Et aujourd'hui, on y fabrique encore des moteurs pour le groupe Volvo. Tout en haut de ce bâtiment en vert, j'ai écrit magasin des machines. Alors, c'est important parce qu'en réalité, si cet atelier s'implante là, c'est pas pour rien. C'est parce que la source d'électricité vient juste à côté. Là, c'est de là que sont tirés tous les câbles à haute tension du site. Et c'est dans cet atelier de l'usinage qu'on a le plus besoin d'électricité, puisque c'est là qu'on va trouver les machines-outils. Il y en a jusqu'à 5000 dans les années 1930. Et je reviens sur mon magasin des machines, c'est là qu'étaient fabriquées et réparées les fameuses machines-outils qui étaient dans l'atelier d'usinage. Ça, c'est le nord. Et au sud, vous avez fabrication camion, fabrication autocar. Celui-là, c'est vraiment le tout premier atelier de montage qui est construit. C'est le montage des camions CBA et après, ce sera les camions. Et puis, on a le service construction parce que, évidemment, tout est fabriqué en interne. On est vraiment
dans ce début du XXe siècle, hein, où on a une maîtrise totale, les entrepreneurs, enfin, ces patrons là, maîtrisaient complètement tout le cycle, y compris la construction. C'est le bureau d'études qui dessinait les plans, Marius Berlier qui validait, etc. Donc, on y fabriquait aussi les charpentes métalliques. Et puis, il y avait aussi la maintenance et l'entretien. Et puis, une vaste zone assez complexe qui s'appelle le service bois et qui m'a intriguée, qui a été très, très compliquée à comprendre parce qu'elle a bougé tout le temps. C'est-à-dire que c'est en perpétuelle évolution. Elle est au plus près de la gare. Et la question, c'est de savoir pourquoi il y a un service bois dans une usine de construction automobile. Ça paraît pas bien cohérent. En fait, si. Voilà une image du service bois. Donc, vous commencez à voir un petit peu l'usine, une partie de l'usine. La prise de vue, elle est faite depuis un peu la gare. Je pense qu'ils sont sur un château d'eau, je ne sais pas trop, ou sur le toit peut-être d'un atelier. On distingue un peu la cité dans le lointain. Vous voyez les grumes de bois. L'équipement que vous voyez, c'est une grue à charbon. En fait, ce service bois, il est très important. Alors, on va trouver des scieries, ateliers de débitage, de séchage, de dessévage, des étuves. En réalité, on est en 1916 et pour pallier à la pénurie de métal, il y a un certain nombre de bâtiments qui sont construits sur ossature bois, en fait. On a des fondations, des dés de béton, des poteaux, des charpentes et hop. Il y avait aussi un service menuiserie puisque tout est fabriqué sur place. Les portes, les châssis de fenêtres, les cloisons, les bureaux, les casiers, le mobilier, enfin tout le mobilier. On y fabriquait aussi tout l'outillage, les échelles, les passerelles, les caisses d'emballage, les supports de manutention. Et puis, il faut savoir que dans la production automobile, à cette époque-là, il y avait du bois, parce qu'en fait, les cabines étaient à armature bois. Et la dernière cabine qui sort de ces ateliers à armature bois, c'est en 1959. Et puis, il y avait aussi un service qui était très important, qui est l'atelier de modelage. En fait, l'atelier de modelage, c'est les personnes qui mettaient au point les prototypes avant la fabrication des composants en série. Par exemple, un carter différentiel, avant de le passer dans la fonderie, on va en faire un prototype en bois, on va discuter avec le bureau d'études, etc., pour affiner et avant de produire la pièce en série. Ce service sera abandonné dans les années 50, remplacé par tout ce qui est électrique, ce qu'on appelle les faisceaux dans la production automobile. La zone sera complètement réaménagée en 58, alors elle ressemble plus du tout à ça aujourd'hui. Ça fait une sédimentation de bâtiments dont on a du mal à comprendre comment. Enfin, ils se sont agglomérés en fait les uns aux autres et une certaine partie a été détruite. La Syrie est complètement détruite en 44. Et aujourd'hui, ça abrite une partie de ces ateliers restants abrite les ateliers de restauration de la fondation Berlier. Alors voilà le plan d'ensemble de l'usine qui est assez fidèle à la réalité, qui date de 1935. Il est fidèle à la réalité parce que si je prends une photo des années 50, alors j'ai bien des photos des années... La première photo que je trouve, je crois, c'est pour les bombardements de 44, donc elles sont difficilement exploitables. Mais voilà, cette photo qui date des années 50, on voit bien que ce plan-là, il est assez fidèle à la réalité, sauf le grand bâtiment devant, qui s'appelle les grands bureaux, qui ceinture en fait l'atelier d'usinage que vous voyez derrière, avec sa toiture en chèvre. Cette fameuse zone médiane, où on distingue les cheminées de la centrale à charbon, la fonderie, la forge, l'atelier d'emboutissage, la centrale à charbon qui est détruite dans les années 60, le fameux bâtiment d'usinage, les grands bureaux, le fameux service bois qui est là, l'atelier de montage des camions, des autocars, service construction en face de la tôlerie, et puis quelques réserves. On voit bien là que Marius Berlier, on verra un peu dans l'avant-projet tout à l'heure, qu'il a quand même, il a vraiment un plan d'ensemble. Il réfléchit à comment il va organiser son site, et c'est pas sans rappeler quand même les grands principes de la cité industrielle de Tony Garnier,
puisqu'on voit qu'il installe son usine dans une plaine qui est desservie par des voies de communication, une route départementale passante, le chemin de fer. Les bâtiments s'implantent en bande parallèle, sur un plan d'implantation générale en damier. On a une séparation des fonctions, cité, usine, et puis dans l'usine, différents pôles qui vont être reliés les uns aux autres par des axes de circulation, production d'énergie, fabrication des véhicules. On a évidemment une maîtrise, une réflexion sur la circulation, une maîtrise des flux, avec des larges avenues entre chaque bâtiment. Et puis, quand c'est possible, l'implantation d'arbres, dans la cité, l'aménagement d'un parc des sports. Il ménage les possibilités d'extension de son site en faisant l'acquisition de 400 hectares. Voilà, il imagine que ça peut encore grandir. Et puis, les bâtiments sont conçus avec des savoir-faire locaux et des matériaux qui seront prélevés directement sur le site. En réalité, de son projet initial, il ne reste pas grand-chose. Alors, on garde bien cette implantation quand même en damier, en peigne. Voilà, mais on avait une belle cohérence formelle des bâtiments, des grands parallélépipèdes surmontés de sheds, à l'exception du bâtiment aligné sur la route départementale d'Eyrieux, qui devait accueillir les bureaux de direction, et qui est, on verra un peu tout à l'heure, plus sur la forme de l'usine d'Highland Park d'Henry Ford. Mais ce type d'implantation, voilà, je vais encore parler de Tony Garnier, mais c'est pas sans rappeler quand même les plans du quartier industriel du tissage de la soie, ou la Cité de la Viande, qui sort de terre en 1909, et qui, en 1914, va accueillir l'exposition internationale urbaine à la demande d'Édouard Herriot, qui veut favoriser montrer le développement commercial et industriel de la région, et au sein de laquelle Marius Berlier va exposer des véhicules, et puis qui sera réquisitionné pour la fabrication du matériel de guerre, des obus notamment. Si je parle de la Cité de la Viande, c'est pas par hasard, c'est parce que ce sont les abattoirs industriels qui ont servi de modèle à la mise en place de la fabrication en série des véhicules automobiles. Et ça, c'est Henry Ford qui en parle dans ses mémoires, Henry Ford, que Marius Berlier admirait. Les abattoirs industriels sont mis en place dans la région de Chicago dans les années 1870. Jusqu'alors, la viande était, les animaux étaient abattus chez le boucher, et puis face à l'afflux de population, il a fallu organiser les choses autrement. Et c'est comme ça que se créent les abattoirs industriels, avec un découpage des tâches, l'abattage, le dépeçage, la préparation, l'acheminement. Et Henry Ford et son équipe d'ingénieurs va aller observer ça et va adapter le processus industriel à la fabrication des véhicules. Il va mettre 1 an à mettre ça en place, c'est ce qu'on appelle les méthodes industrielles dans le secteur industriel. Il va mettre 1 an à mettre ça en place entre 1910 et 1911, et puis ça va se répandre, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les ingénieurs circulaient, ils partageaient leurs connaissances, ils se rencontraient, ils partageaient les avancées qu'ils avaient sur leur processus industriel. Et la chaîne de montage automatisée, elle apparaît en 1915 à Billancourt chez Renault, et évidemment en 1916 chez Berlier à Vénissieux. Et je sais que Paul Joseph, qui était un directeur d'atelier à la Société des automobiles Marius Berlier, fait plusieurs voyages aux États-Unis entre 1910 et 1921. Alors, j'ai pas trouvé de rapport comme quoi il aurait visité les usines Ford, mais bon, il est fort appareillé que ça se soit passé. Et puis parce que je retrouve bien avant ça un rapport d'Ernst Matern, qui est un ingénieur de chez Peugeot, et qui justement décrit le processus industriel, c'est plutôt artisanal encore quand on est à Montplaisir, mais qui décrit justement comment on fabrique les véhicules à Montplaisir. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est vraiment une usine qui est réfléchie en fait. S'il s'implante comme ça, c'est parce qu'il y a réfléchi. Par contre, tout sera fabriqué, toute la conception et toute la fabrication se fera en interne, au sein de l'entreprise, par le bureau d'études. C'est pas du tout le choix que fait quelqu'un comme Henry Ford, qui va faire appel à Albert Kahn pour la construction de son usine,
à savoir que Henry Ford, il est comme Louis Renault, comme Marius Berlier, il est rue Piquette, à Détroit, il est enserré dans une emprise urbaine, il a besoin de place pour se développer. Il fait l'acquisition d'un site de 93 hectares. Alors c'est assez proche de l'usine de Vénissieux, puisqu'on est sur une centaine d'hectares à Vénissieux. Et il fait appel à Albert Kahn, dont il a vu les bâtiments pour la Packard Motor Company. Et vous voyez, on a voilà, ce bâtiment de 4 niveaux, avec une structure en béton apparente, avec remplissage de briques, qui permet des façades largement vitrées, des plateaux qui sont décloisonnés pour installer les lignes de montage, voilà. Et les éléments en saillie dans les angles vont abriter les équipements utilitaires, escaliers, ascenseurs, toilettes. On a un décor qui est rudimentaire, mais qui est là. Et Kahn dit s'être inspiré des usines textiles pour ce modèle de bâtiment. Il va breveter son système structurel sous la dénomination de Kahn System of Reinforced Concrete. Et il sera vraiment à l'origine d'un modèle de construction industrielle qu'on va connaître un peu aussi sous la dénomination de Daylight Factory, puisque la largeur est pensée pour que la luminosité atteigne l'intérieur des plateaux. Et donc, vous voyez qu'on est sur un modèle à étage. Ford se rend vite compte que ça ne fonctionne pas très bien. Alors, je ne sais plus combien, je crois qu'il y en a 6 ou 7 bâtiments comme ça qui vont s'implanter. Ça ne fonctionne pas très bien. Et quand en 1915, il va acquérir d'autres terrains pour l'implantation d'un deuxième complexe industriel, et là je parle de complexe parce qu'on est sur 809 hectares, là il va construire une usine de plein pied à River-Rouge. On voit bien que le programme industriel il répond à un rationalisme économique, produire vite, en grande quantité, et en fait ça se répand sur les bâtiments. C'est la même logique qui préside à la construction des bâtiments. Voilà une image, alors on revient à Vénissieux. Voilà une image du site. Alors je mets à l'entour de 1916-1917. En fait, je pense que c'est 1917, mais bon. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des dates. Heureusement, j'ai quelques photos avec les plans. Ça m'a permis de faire des comparaisons, d'essayer de comprendre comment tout ça s'organisait. Je trouvais les plans, il y avait des dominations qui changeaient. Mais j'avais des points de repère, qui sont la forge, la fonderie. Donc voilà l'image du site en 1916. Au premier plan, c'est les châssis des camions CB1. Vous voyez notre service bois sur le côté. Alors, on n'a que 2 bâtiments qui correspondent au programme initial, ces parallélépipèdes couverts par des sheds. Vous voyez qu'on est sur une architecture utilitaire aux formes simples, facilement reproductibles, évidemment très économiques. Les ateliers seront spacieux, les structures résistantes, les enveloppes robustes, et c'est ce que permet l'ossature métallique, mais on en reparlera un petit peu après. Et voilà le site en 1930. On ne reconnaît rien. J'ai passé des heures sur ces images pour essayer de comprendre. C'est le même point de vue. On est depuis la gare. En l'espace de 15 ans, voilà, les bâtiments se sont ajoutés les uns aux autres. Sans plus grande cohérence. Il y a des bâtiments... alors, la plupart des bâtiments, si on parle de typologie, c'est du hangar, en fait. On a du hangar avec un toit à double pente, et puis on y va comme ça. Ça se construit vraiment par sédimentation, par ajout successif. C'est pareil chez Renault. C'est ça qui rend ces sites aussi difficiles à lire. Et puis, c'est vrai qu'on a plusieurs branches industrielles, parce qu'on a de la métallurgie, on a de la sidérurgie... Donc c'est pour ça qu'ils sont aussi complexes à lire. Si on parle des types je vais parler un peu des types de bâtiments, mais voilà, la majeure partie, c'est ces sortes de hangars là que vous voyez au premier plan. Le toit en shed, le parallélépipède avec le toit en shed, il n'y en a que 3 qui seront construits comme ça. Alors je trouvais intéressant de comparer ce à quoi avait pu réfléchir Albert Kahn justement par rapport à cette question du shed,
parce que ce qu'on voit sur le dessin de la Ford Motor Company, ça va vraiment servir de modèle à d'autres ateliers du site de River Rouge, pour le coup. Le shed, il est traditionnellement orienté au nord, et Albert Kahn, il va concevoir donc un système d'alternance de toiture avec des lanterneaux et puis des sheds au rampant inversé. Ça offrait l'avantage de capter la lumière aux 4 points cardinaux, et ce qui offrait une luminosité plus uniforme à l'intérieur des ateliers. Il faut savoir qu'on est sur des largeurs d'à peu près 85 mètres, des bâtiments qui font à peu près 85 mètres de large par 200 mètres de long. Le bâtiment shed le plus long du site de Vénissieux, il doit faire 70 mètres de large par 550 mètres de long. Autre bâtiment un peu différent, je vais reparler de Tony Garnier, c'est les bureaux de direction qui s'implantent en bordure du site, en face de la cité en fait, qui ont accueilli donc les premiers bureaux de direction qui auraient dû s'implanter, s'aligner sur la route départementale d'Eyrieux, mais soit Marius Bernier n'a pas le temps, soit il n'a pas l'argent, donc il fait construire tout de suite ces bâtiments-là. Alors on a un volume en double hauteur avec de larges châssis vitrés, un toit double pente, puis pouf, ce modèle qui est répété comme ça une dizaine de fois. Et en fait, j'ai retrouvé le même modèle de bâtiment dans le plan du quartier industriel du tissage de la soie de Tony Garnier. C'est un bâtiment qui est assez mal aimé par les usagers du site et qui, je pense, est menacé de destruction. Voilà le grand bâtiment, les fameux grands bureaux dont je parlais tout à l'heure. Hein, c'est le grand bâtiment qui s'implante en avant de ce bâtiment de l'usinage et qui en fait, et ce bâtiment qui s'appelle les grands bureaux, qui est connu sous cette dénomination-là par les salariés, même encore aujourd'hui. Il va masquer en fait tout le site industriel. Et c'est là qu'étaient évidemment reçus les fournisseurs, les clients, enfin voilà. Et je trouve que ce bâtiment-là, donc on a des grandes horizontales c'est un bâtiment donc, en horizontal avec ces deux lignes de châssis vitrés et puis qui sont ponctuées comme ça par une sorte de pilastres qui se terminent par des acrotères. C'est le seul bâtiment à toit terrasse du site. Enfin, il y en a un autre, mais un autre atelier, mais un seul. Il fait 18 mètres de large et par 360 mètres de long. Au rez-de-chaussée, on va avoir une imprimerie, un hall d'exposition des véhicules, et en fait, c'est au premier étage que vont être s'implanter, qui vont être investis par le personnel administratif, le personnel de direction, comme le personnel commercial, etc., le bureau d'études, où on avait de vastes plateaux décloisonnés avec simplement en façade, sur cette façade principale, des bureaux vitrés. Avec des cloisons en bois et des vitres. Aujourd'hui, tout a été... il n'existe plus rien de l'aménagement intérieur, mais ça préfigurait bien les aménagements actuels. Il y a 400 personnes qui investissent ce bâtiment en 1938. Et il y avait un hall monumental, qui existe toujours d'ailleurs, avec un parement de travertin, avec un perron, un auvent. À titre d'exemple, Renault, il ne fait pas du tout la même chose. Lui, pour ses bureaux de direction, on est vraiment sur un bâtiment avec une façade néoclassique, des pilastres en briques, le fronton gravé entouré de 2 disques, une corniche à modillons, et puis des potences comme ça qui mettent en scène les bureaux. On est un peu sur 2 esprits, deux visions un peu différentes aussi de l'entreprise. C'est vrai que chez Berlier, on est dans un monde qui est assez austère. Un bâtiment qui est intéressant, qui est unique dans son genre, c'est l'atelier où s'effectuait le carrossage des véhicules, connu sous le nom d'atelier d'emboutissage. C'est une série de 5 halles accolées avec deux halles surélevées, avec 2 longs pans vitrés, des longs pans vitrés sur les halles surélevées qui apportent la lumière à l'intérieur de l'atelier. Ça, c'est un bâtiment en béton de gravier. Il n'y a quasiment pas de béton armé sur le site. Il y avait la centrale vapeur qui était la centrale à charbon, mais qui est détruite. Et ce bâtiment, aujourd'hui, ne ressemble plus à ça. Il a des bardages en acier. Il a complètement disparu.
Ça, c'est le bâtiment qui a sans doute la plus grande dimension mémorielle, on va dire. Il est à peu près dans son état d'origine, c'est la forge. Alors aujourd'hui, on la voit très bien, hein, depuis ça ne s'appelle plus la route départementale d'Eyrieux, c'est l'avenue Charles de Gaulle. On le voit bien justement parce qu'il y a une partie de l'atelier de l'usinage qui a été détruite. On a une vaste halle centrale avec 2 bas-côtés. Et on a 2 façades complètement différentes, hein, au nord et au sud. C'est un bâtiment qui fait un peu la synthèse de toutes les techniques constructives du site. Parce qu'on va trouver du pisé de mâche-fer, de l'ossature métallique avec de la dalle de mâche-fer. Alors si j'emploie le mot dalle, c'est parce que c'est la terminologie que je retrouve dans les mémoires des constructions. On va trouver du béton, voilà. Et il est vide et il n'est pas en très bon état. Quelques mots sur les façades, parce que vous voyez que à Vénissieux, on est sur quelque chose de très austère, hein, il n'y a pas d'enduit, c'est vraiment une architecture pragmatique, on construit, faut que ça tienne. Bon, à la différence, aux usines Renault, il y a quand même un traitement chromatique de la façade, on joue sur les couleurs de briques, hein, pour aller souligner des pieds droits, des encadrements de fenêtres, des rampants de toit. On est plus proche de l'usine Meunier de Noisiel, construite par Jules Saulnier en 71-72, que chez Berlier, où on est dans un univers qui est extrêmement âpre. Ça nous permet pour autant de lire les techniques constructives, où on va avoir de l'ossature métallique, du mâche-fer traité en dalle ou en mur monolithe, et puis du béton de gravier. Sur le chantier de construction du bâtiment de montage des camions, c'est un exemple de la fameuse ossature bois. Voilà, il y avait une photo, donc je l'ai mise. Mais vous voyez, voilà, l'ossature métallique, hein, pour la construction de... Voilà, ça c'est la fonderie, c'est le squelette de la fonderie. Évidemment, l'ossature métallique, elle répond bien aux besoins de la construction industrielle, hein, puisque les éléments de construction sont produits en série, ce qui permet d'abaisser les coûts. C'est un montage de type mécano, donc il n'y a pas besoin d'avoir une main-d'œuvre très qualifiée. La légèreté des charpentes permet de réduire les fondations. Et puis la conception sur poteau, hein, va permettre de grande portée, un espace intérieur décloisonné pour y installer des machines-outils ou des lignes de montage. Et puis le matériau est réutilisable puisque les rebuts peuvent repartir à la fonderie. On va trouver aussi, alors voilà, cette ossature métallique, le remplissage chez les dalles de mâche-fer. Voilà. Donc c'est un peu plus grande c'est plus grand que les briques en fait. Et chez Renault, je sais que c'était fabriqué sur le site. Pour Berlier, j'ai pas trouvé trace que c'était fabriqué sur le site, mais il y a fort à parier que c'était fabriqué sur le site. Le mâche-fer, en quelques mots, hein, c'est la récupération des scories de la forge et de la fonderie, hein, qui est mélangée à du mortier de chaux et qui, en s'agglomérant, va former des briques, des dalles ou du mur monolithe. Voilà un exemple de mur monolithe en mâche-fer. Alors avec un soubassement en béton, de gravier en dessous. Le pisé de mâche-fer, hein, c'est une technique qui est issue du pisé de terre, hein, qui est très présent dans la région lyonnaise et qui sera théorisé par François Cointreau au XVIIIe dans les cahiers de l'école d'architecture. Il est interdit d'utilisation par arrêté préfectoral suite aux inondations de 1856, hein, qui ont quand même causé la mort de 10 000 personnes dans le quartier de la Guillotière, et la destruction d'un très grand nombre de maisons. Il y a des essais donc, du coup, qui sont faits pour remplacer la terre par le mâche-fer. Et c'est François Coignet, hein, qui utilise ce procédé en 1848 pour la construction de son usine de phosphore sur la route d'Eyrieux. On est toujours sur notre route départementale d'Eyrieux. Et qui va perfectionner le procédé, déposer un brevet en 1864, hein, le béton Coignet. Donc ça, c'est pas des bétons Coignet.
Coignet, il s'intéresse à la préparation des mélanges, hein, le mâche-fer avec le sable, la chaux ou le ciment. Il va aussi mettre au point l'outillage, hein, les broyeuses, les malaxeuses, les coffrages. Il faut savoir que 80% des logements et des ateliers, des manufactures, dans les années 1800, à partir des années 1870, 80% des logements seront construits en pisé de mâche-fer dans la région lyonnaise. C'est vraiment le matériau de substitution de la pierre. Il est résistant à l'eau, il est incombustible, il est solide, il est léger. À titre d'exemple, les grands moulins de Perrache, la grande halle à charbon de l'usine à gaz de Perrache, l'usine Saint-Gobain de Saint-Fond, qui n'est pas très loin de l'usine de Vénissieux. Et puis en 1890, aux usines Gilet, on construit la plus grande halle de l'époque, hein, qui fait 250 mètres par 90 mètres. Si je la cite, c'est parce qu'on n'est pas loin des bâtiments qui sont... on est proche des dimensions des bâtiments des usines de Vénissieux. Et puis la vacherie du parc de la Tête d'Or aussi. Voilà des exemples de béton. Alors, le pavillon d'entrée B, en fait, c'est le soubassement qui est en béton. Au-dessus, c'est du pisé. Et puis voilà, un mur en béton de gravier, où on voit bien, hein, les trous de boulin, les coulées de béton. C'est ces bétons anciens qui sont bien connus des chaux-fourniers du Rhône et de la Saône, hein, qui les mélangent des cailloux à du mortier de chaux. Et puis, on en trouve la description chez François Rosier. François Rosier, qui est le fondateur de l'École royale d'agriculture en 1787, école d'agriculture qui existe toujours aujourd'hui. Et il écrit un article béton, hein, dans ses cours complets d'agriculture. Et puis, on le trouve également chez Jean Rondelet dans son ouvrage de 1803, Traité pratique et théorique de l'art de bâtir. Et les cailloux étaient prélevés directement sur le site de Vénissieux. Voilà, voilà la gravière, hein, là où était prélevé et là, on distingue dans le fond, c'est les fameux ateliers de montage des camions CBA. Et puis, juste avant de terminer, voilà le site. Alors, je ne peux même pas vous dire aujourd'hui, parce qu'en fait, ça, c'est 2020. Donc, toute cette partie-là est détruite. Qui est la partie la plus ancienne. Hein, c'est le fameux atelier des machines que je vous ai montré un petit peu plus haut. Et le fameux bâtiment d'usinage qui est là. Ça, c'est détruit. Alors, je n'ai pas tout étudié. Les étoiles rouges, c'est les points d'accès du site actuel. Voilà, les bâtiments qui correspondent à la période de construction 1916-1939. Voilà, c'est ce que ça représente. Et puis, je vais terminer par cette carte postale que je trouve assez émouvante, qui est la sortie des usines Berlier. Alors, ce n'est pas la sortie des usines Lumière, mais voilà, on va dire quoi, dans le même esprit, ou l'esprit de Métropolis de Fritz Lang, ça dépend comment on a envie de voir les choses. Parce que le patrimoine, c'est des productions, c'est de l'architecture, c'est de l'urbanisme, et puis ça abrite des hommes et des femmes qui travaillent dans ces lieux. Voilà, moi je vous remercie.